Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Donc après avoir pris la mesure de l'ampleur architecturale de Göbekli Tepe, maintenant il est temps d'entrer donc dans le cœur du sanctuaire. Non pas de manière totalement abstraite, mais comme aurait pu le faire un visiteur du néolithique de l'époque en progressant d'un espace à un autre, en découvrant peu à peu un univers saturé certainement de signes et d'images. Les archéologues ont identifié sur le flanc sud du tel 4 grandes enceintes monumentales, désignées par les lettres, c'est simple, de A à D, donc A, B, C, D, évidemment. Les deux premières, les enceintes A et B, constituent une véritable introduction vraiment au langage symbolique de Göbekli Tepe. L'enceinte A surprend d'emblée par sa forme. Elle ne dessine pas un cercle parfait, mais plutôt un espace en fer à cheval, voyez, évoquant presque une abside, on dirait, pour ceux qui sont plus familiers des églises médiévales. 5 piliers en T y sont disposés, partiellement engagés dans le mur circulaire. Leur décor est déjà d'une richesse saisissante. Sur le premier pilier, un motif réticulé, semblable à un filet, est surmonté de serpents qui ondulent comme ça. Au moins 8 têtes de reptiles émergent de cette trame. En dessous, vous avez un petit bélier qui apparaît, presque perdu comme ça, au milieu de cet environnement plutôt menaçant. Le contraste est frappant, la douceur supposée de l'animal domestique, ou en tout cas chassé, se heurte à l'omniprésence du danger. Le pilier suivant présente une scène tout aussi troublante. On y distingue un taureau, représenté de profil, mais avec la tête vue de face, selon une convention graphique assez récurrente à Göbekli Tepe. Sous lui, un canidé, un chien, un loup, on ne sait pas trop, ou un renard, ou un chacal d'ailleurs. Et puis plus bas, vous avez un oiseau assez grand, peut-être une grue ou une cigogne. Tous les animaux regardent dans la même direction, vers l'entrée de l'enceinte. Ce détail n'est pas anodin parce qu'il suggère, encore une fois, une mise en scène. Rien n'est dû au hasard, c'est une mise en scène, un parcours visuel pensé pour le visiteur. En observant l'arrière de ce même pilier, le regard est immédiatement happé par ce qu'on appelle un bucrane. C'est un crâne de bœuf sculpté sous la tête en T. Les orbites vides et les longues cornes, vous savez, en faucille, renforcent quand même cette impression de puissance brute et de mort également. De chaque côté, vous pendent 2 bandes verticales appartenant à ce qu'on appelle une stola, c'est un vêtement stylisé, fréquemment représenté sur les piliers. Cette stola apparaît toujours sur la face avant des piliers, mais jamais à l'arrière. Or ici, elle se trouve dans une position incohérente, suggérant que le pilier a peut-être été déplacé ou alors a été pivoté. Même l'architecture a donc une histoire faite de remaniements et de choix symboliques successifs. Les autres piliers de l'enceinte A, sont plus sobres, mais 2 d'entre eux reprennent le motif du serpent, orienté toujours vers l'espace central. Dès cette première enceinte, vous avez un constat, encore une fois, qui s'impose. Les piliers ne sont pas de simples supports architecturaux, on est d'accord. Ils sont porteurs de sens, ils regardent, ils montrent, ils orientent. En pénétrant dans l'enceinte B, le changement d'échelle est immédiat. Là, on passe d'un espace relativement modeste à une construction presque circulaire de 15 mètres de diamètre, composée de 2 cercles concentriques. Le sol est entièrement recouvert de terrazzo, signe indiscutable de sacralité. Les piliers y sont plus nombreux, plus variés, et leur hauteur inégale laisse penser que l'enceinte était peut-être à ciel ouvert. Au centre se dressent 2 piliers monumentaux, les piliers 9 et 10. Ils sont identiques, ils sont tournés l'un vers l'autre, comme engagés dans une sorte de dialogue silencieux, si vous voulez. Sur leur face interne est gravé un renard grandeur nature quand même, bondissant vers le sud. Le renard, c'est un animal omniprésent à Göbekli Tepe. Il n'est jamais passif, il court, il attaque, il traverse les scènes. Et devant l'un des piliers centraux, vous avez un récipient en terre qui est solidement ancré dans
le sol, ça c'est intéressant. Vous avez une rigole qui est creusée dans le terrazzo, qui le relie à l'extérieur de l'enceinte. Là encore, le geste est intentionnel. Alors, liquide, offrande, sang, eau, autres substances rituelles. Là, évidemment, on ne peut pas trancher, hein, parce qu'on n'a pas de document, on n'a rien du tout qui va avec, mais la fonction cérémonielle en tout cas, apparaît comme évidente. Les piliers périphériques multiplient les figures animales, sangliers, taureaux, grues, renards, serpents. C'est intéressant parce qu'on voit ce qu'il y avait comme animaux à cette époque-là, donc c'est bien, et on voit comment ils étaient représentés, comment eux les représentaient. Sur la face occidentale du pilier numéro 10, vous avez une scène dynamique qui attire l'attention, si vous la voyez. Un sanglier est poursuivi par 3 chiens. Alors, est-ce que c'est une chasse réelle ou une chasse symbolique? Personne ne peut le dire, encore une fois. Mais encore une fois, la narration est claire, lisible, immédiatement compréhensible pour ceux qui la contemplaient. Et vous avez un dernier détail qui intrigue profondément les archéologues, je peux vous le dire. Le sommet du pilier 10 est couvert de ce qu'on appelle des cupules. C'est des petites cavités circulaires creusées dans la pierre. Et leur fonction reste littéralement inconnu, on ne sait pas du tout à quoi ça sert, je peux vous le dire déjà, mais leur nombre et leur régularité indiquent que là encore, c'est pas un hasard, il y a un geste répété, ritualisé. Avec les enceintes A et B, Göbekli Tepe donc commence à livrer une clé essentielle. On n'est pas face à un décor aléatoire, ni à une accumulation d'images sans aucun lien. On n'est pas dans une grotte, si vous voulez, avec les mains, n'importe quoi, enfin des animaux dans tous les sens, etc. Ces espaces sont organisés selon une véritable grammaire symbolique. Les animaux, les orientations, les répétitions, les symétries, tout concourt à produire du sens. Alors un sens que nous ne savons plus lire, évidemment, aujourd'hui, mais qui, pour les hommes du néolithique, était évident. Et ce langage va atteindre dans les enceintes suivantes un degré de complexité, je vous le dis, encore plus vertigineux.